New York dans les années 1970. Les États-Unis accueillent une vague d'émigrés russes qui fuient le régime soviétique. Mais des criminels se dissimulent parmi eux, déterminés à accomplir le rêve américain, à leur façon. Je lui ai dit, si tu me paies pas, je te tue. Ils s'associent à la mafia italo-américaine pour monter une opération lucrative de fraude aux taxes sur les carburants. On mettait entre 8 et 10 millions de dollars par semaine à la banque. Ces groupes criminels deviennent rapidement des organisations internationales impliquées dans le trafic de drogue, de femmes et d'armes. Après l'effondrement du bloc soviétique en 1991, New York voit déferler une nouvelle vague de délinquants russes spécialisés dans la criminalité en col blanc. C'était un criminel dans l'âme. Il voulait se faire un nom. Il voulait être le numéro 1 à Brooklyn. C'est seulement lorsqu'une guerre des gangs met la ville à feu et à sang que les autorités fédérales prennent la mesure de la situation. Sauront-elles empêcher la mafia russe de s'implanter en Amérique ? Mai 1972. La visite historique du président américain Richard Nixon à Moscou marque le début de la détente, une période d'apaisement dans les tensions de la guerre froide. Conséquence directe de ce dégel, l'Union soviétique autorise plusieurs milliers de ressortissants juifs à émigrer. Beaucoup partent aux États-Unis. Hier, à l'aéroport JFK, 600 juifs russes ont été autorisés à entrer aux États-Unis, en vertu des nouvelles lois sur l'immigration. En 10 ans, quelques 40 000 réfugiés soviétiques s'installent à Brighton Beach, un quartier ouvrier majoritairement juif à la pointe sud de Brooklyn. Attirés par les petits loyers et la proximité de l'océan, les émigrés surnomment l'endroit Little Odessa parce qu'il leur rappelle les ports de la mer Noire. Parmi les gens qui ont fui l'oppression communiste, un certain Boris Nefield. Je rêvais d'aller en Amérique parce que je pensais que c'était le pays de la liberté, le pays de la démocratie. À Little Odessa, véritable microcosme de la Russie, les enseignes sont en cyrillique et les épiceries vendent du caviar et d'autres spécialités russes. Mais les dirigeants soviétiques ont une idée derrière la tête. Le KGB profite de l'occasion pour vider les goulags, les redoutables prisons russes, de leurs criminels les plus endurcis. Ces derniers se mêlent discrètement au flot des réfugiés pour entrer sur le territoire américain sans attirer l'attention des services d'immigration. Après avoir été peintre en bâtiment et chauffeur de taxi, Boris Nefield décide de réaliser son rêve américain. J'ai cambriolé des synagogues. J'ai cambriolé des églises. J'ai cambriolé des appartements. J'ai fait beaucoup de choses pas honnêtes. Lorsqu'un autre gangster tarde à lui rembourser de l'argent, il n'hésite pas à agir. Je lui ai mis un pistolet sur la tempe et je lui ai dit « Si tu me paies pas, je te tue. » Il a payé. La réputation de Nefield parvient aux oreilles d'un parrain du crime russe, Evsei Agron, dit le Petit Don. Agron a entendu parler de cette histoire. Il m'a dit « Boris, viens me voir, je veux te parler. » On a commencé à travailler ensemble. En URSS, Evsei Agron purgeait une peine de prison pour meurtre. Au goulag, il a été intronisé Vorvezakioné, voleur dans la loi, rejoignant ainsi l'aristocratie des criminels russes. Les voleurs dans la loi sont comme des parrains. Ils ont chacun une équipe. Ce sont des chefs. Autrefois, ils étaient couronnés en prison, dans les goulags. Ils faisaient office de juge et réglaient les désaccords entre les détenus. Le voleur dans la loi obéit à des principes très stricts et il porte des étoiles tatouées sur les épaules pour indiquer son statut. Étant lui-même un ancien gangster, Mani Tchoulpaïev connaît tout ça par cœur. Il est sacré. Il porte ses étoiles parce qu'il a suivi toutes les règles. Zakonnier, c'est la règle, la loi. C'est donc un voleur dans les lois du code criminel. Agron enseigne à Nefield ce fameux code.
Il m'a tout appris sur les règles criminelles. Quand on est un bandit, il faut se conformer aux règles. Il le charge d'extorquer une taxe de protection aux commerçants d'origine russe. Neffield envoie d'abord ses hommes faire du grabuge. Déclencher une bagarre et crier. Ça faisait fuir les clients. Ça s'appelle une arnaque. Kachele en russe. On crée le problème. C'est du théâtre. Désemparés, les commerçants font alors appel à Neffield. Ils venaient me voir en disant « Aide-nous, Boris ». D'accord. La protection leur coûte entre 10 et 15% de leur chiffre d'affaires. D'après la police, ce racket rapportait à Agron 50 000 $ par semaine. Mais le parrain russe veut accroître son empire. Il décide de s'attaquer à des gangs rivaux. Sa cible principale est Mikhail Markovitz, un personnage haut en couleur surnommé le Scarface juif. Millionnaire, Markovitz est impliqué dans un trafic particulièrement lucratif. Il possède plusieurs stations-service qui collectent une taxe sur chaque litre de carburant vendu. Sauf qu'au lieu de reverser l'argent à l'État, il l'empoche. Et lorsqu'il essaye de remonter la piste administrative, le fisc se heurte à une chaîne complexe de sociétés écrans et de documents qui ne mènent nulle part. Un montage financier qui empêche l'identification du mauvais payeur. Décembre 1982. Menacé par Evsei Agron, Markovitz se tourne vers Michael Franchise, un mafieux membre de la famille Colombo. Un de mes hommes m'a annoncé que les Russes qui géraient la fraude sur le carburant avaient des problèmes. C'est comme ça que j'ai découvert leur existence. Je n'avais jamais eu affaire à eux. Franchise contrôle déjà la plus grande partie des stations-service de New York. Mais c'est une opportunité qu'il ne veut pas manquer. J'ai bien vu que c'était pas des petits voyous, mais des types sérieux. J'ai pensé qu'il serait plus avantageux de m'associer avec eux plutôt que de me débarrasser d'eux pour tout récupérer. Conscient de ce que peut lui rapporter cette alliance, il fournit à Markovitz des gros bras pour le protéger contre son rival. Il m'a dit « ce type est fou ». J'ai répondu « t'en fais pas, on sera plus fou que lui ». L'Italien est un âpre négociateur. On a fait 75% pour nous et 25% pour lui. Il a renaclé, mais je lui ai dit c'est à prendre ou à laisser. Et il a pris. Cet accord propulse la mafia russe jusqu'aux échelons supérieurs du crime organisé américain. La nouvelle alliance Franchise-Markovitz contrôle environ 600 stations-service à travers New York. Ils ont beaucoup développé la fraude sur le carburant. Ils vendaient en très grande quantité. À son apogée, l'organisation des deux partenaires écoule près de 500 millions de litres d'essence par mois. L'argent coule à flot. On mettait entre 8 et 10 millions de $ par semaine à la banque. Chaque semaine, les Russes et les Italiens font la fête ensemble. Ils organisaient des soirées somptueuses à l'Odessa, une boîte de Brighton Beach. Je me rappelle qu'il y avait des plats énormes avec du homard jusque-là. Ils adorent le homard. Et la vodka, bien sûr. On y allait une fois par semaine et c'est eux qui régalaient. On s'amusait bien. J'ai jamais eu de meilleur partenaire. Mais la fête est bientôt finie. Les autorités fédérales sont sur les talons de Franchise. Elles l'accusent d'être à la tête d'une opération de fraude fiscale qui a rapporté à la mafia $1 milliard. L'Italien se défend sur un plateau de télévision. Le gouvernement ne peut pas affirmer de telles choses sans preuve. Il ne peut pas dire « Nous pensons que Michael Franchise est affilié au crime organisé ». Montrez-moi des preuves. Une photo de moi à une réunion. N'importe quoi. Il n'y a rien. Le fisc veut à tout prix le coincer, mais il n'a aucune preuve. À l'époque, Joe Campanella du NYPD, la police de New York, s'efforce d'obtenir des informations sur les nouveaux groupes criminels russes. Ce n'est pas la même culture ni la même mentalité en Russie.
Il est extrêmement difficile d'infiltrer leur communauté et d'obtenir des informations. Déjà, il faut parler russe, parce qu'ils ne parlent pas anglais. Ancien inspecteur du NYPD, Ralph Cefarello trouve lui aussi les gangsters russes plus difficiles à cerner que leurs homologues italiens. Ils ne ressemblaient pas aux autres gangsters que je connaissais. D'abord, ils étaient très forts pour déjouer notre surveillance. Beaucoup d'entre eux avaient eu affaire au KGB. Ils avaient l'habitude de se montrer discrets. Contrairement à la mafia italo-américaine, qui obéit à une hiérarchie pyramidale très stricte, les Russes forment une organisation nébuleuse venue des quatre coins de l'URSS. Il n'y avait pas de vraie structure, pas de chef désigné, ni de capitaine et de soldats comme chez nous. Le type qui gagnait le plus d'argent était aussi le plus respecté. La fluidité de ce réseau complique la tâche de la police. En 1983, les efforts de Joe Campanella sont enfin récompensés. Il reçoit un tuyau anonyme sous la forme d'un schéma en forme de bonhomme qui désigne Evsei Agron comme le numéro 1 du réseau russe. Sur les photos, on aurait dit un gentil grand-père. Mais c'était un des piliers du groupe criminel qui opérait à Brighton Beach. Au pied du schéma, il y a l'homme de main d'Agron, Boris Neifield. Tous les week-ends, les Russes se rencontrent dans un établissement de bain public du Lower East Side, à Manhattan. Ils peuvent y conduire leurs affaires sans craindre la présence d'un micro. On se méfiait de tout le monde. On allait au bain russe ensemble, tout le monde se déshabillait, et on allait s'asseoir pour discuter. Ces tentatives réitérées pour s'approprier une partie des stations-service de Markowitz et de Franchise font d'Agron un homme à abattre. Neifield le suit partout comme son ombre. Je ne le laissais jamais seul. J'avais une arme et je le protégeais. Brooklyn, 4 mai 1985. Neifield gare sa Lincoln noire devant l'immeuble de son patron sur Ocean Parkway. Il passe un coup de fil à Agron qu'il vient chercher pour l'emmener au bain russe. Je l'ai appelé et je lui ai dit « Evsei, je suis là ». À 8h35 du matin, le vieux monsieur quitte son appartement du 6e étage. Alors qu'il attend l'ascenseur, un tueur surgit de l'ombre et lui met une balle dans la tête. À cause de ses liens avec Agron, Neifield est le principal suspect. Joe Campanella va le chercher à son QG, le club de sport El Caribe. Mais le Russe reste muet. Je suis allé voir Neifield pour essayer de lui soutirer des informations, mais sans succès. Tout ce qu'on m'a dit, c'est que je pouvais revenir m'entraîner au club quand je voulais. L'enquête piétine. Confrontés à un véritable mur de silence, les policiers ne disposent que de rumeurs rapportées par leurs informateurs. Certaines sources disaient qu'il avait réclamé une part des bénéfices de la fraude au carburant. D'autres pensaient qu'un de ses subalternes avait décidé de prendre sa place. Officiellement, l'affaire n'a jamais été résolue. Après le meurtre, Boris Neifield offre ses services au nouveau parrain de Brighton Beach, l'ancien conseiller financier d'Evsei Agron, Marat Balagoula. Marat Balagoula n'aimait pas Evsei. Il y avait beaucoup de gens qui ne l'aimaient pas. Mais c'était pas grave, parce qu'il m'aimait bien. Ce n'était pas du tout le même genre de chef. Agron était un voleur dans la loi, à l'ancienne, alors que Marat était un type vif et intelligent. Il n'aimait pas tellement la violence, il préférait s'asseoir et négocier. Avec l'aide de Neifield, Balagoula tente de mettre sur pied son propre réseau de stations-service. Mais Franchise ne l'entend pas de cette oreille. Il ne me plaisait pas tellement. Quand Marat a entendu parler de cette histoire et qu'il a compris que Markowitz s'était impliqué à fond avec moi, il a voulu se joindre à nous. Je l'ai fichu dehors. Mais le Russe ne se laisse pas décourager et fait alliance avec une autre des grandes familles mafieuses de New York, les Lucchese. On faisait des affaires ensemble et on partageait les bénéfices. Personnellement, je ne fais jamais confiance aux Italiens.
Je sais que les Italiens se méfient des Russes. Malgré ses doutes, Mayfield sait que la mafia est un allié indispensable. Ils sont puissants et ils connaissent beaucoup de monde. Ils sont impliqués dans toutes les affaires qui se montent aux États-Unis. L'alliance fonctionne. L'intervention des Lucchese oblige Franchise à négocier. Après en avoir discuté, on a décidé de leur laisser une part du business. En contrepartie, on récupérait quelques cents sur chaque litre de carburant vendu. En décembre 1985, Markowitz et Franchise sont obligés d'interrompre brusquement leur trafic commun lorsqu'un mafieux repenti se met à table. Le FBI arrête Franchise pour extorsion. Michael Franchise, décrit comme un des capots les plus jeunes et les plus riches du pays, serait l'homme de la mafia dans l'arnaque des stations-service. Tôt dans la matinée, le FBI a interpellé des boss et des hommes de main de la mafia soupçonnés d'être impliqués dans une fraude à la taxe sur les carburants qui aurait rapporté plusieurs centaines de millions de dollars. J'ai passé un accord. 10 ans de prison et 15 millions de dollars à restituer. Markowitz est poursuivi lui aussi, mais il s'en sort avec une simple amende et une assignation à domicile. La mafia le soupçonne de coopérer avec les fédéraux. Je crois savoir qu'il a coopéré et qu'il a passé un accord. Il jouait sur les deux tableaux. La famille Colombo ne peut pas tolérer une telle trahison. 2 mai 1989. Après une partie de cartes avec des amis, Markowitz engage sa Rolls-Royce dans la 66e rue à Brooklyn. Soudain, quelqu'un lui fait signe au milieu de la route. Lorsqu'il s'arrête, l'homme dégaine un calibre 38 et ouvre le feu. Le Russe a violé la loi du silence. Il le paye de sa vie. Ça venait de notre côté. Il avait tout balancé sur le trafic du carburant. C'était une opération autorisée. Après l'effondrement du cartel Markowitz-Franchise, Balagula s'impose comme le parrain du crime organisé russe à Brighton Beach. Mais son règne est de courte durée. En 1989, il est jugé et condamné pour vol de carte de crédit et fraude fiscale. Après ses années d'apprentissage auprès d'Evsei Agron et de Marat Balagula, Boris Mayfield est prêt à bâtir son propre empire. Je me suis lancé dans le trafic de drogue aux États-Unis. À des milliers de kilomètres de là, le bloc soviétique commence à s'effriter. Et les gangsters de Brighton Beach se découvrent de nouveaux ennemis. Cette fois, il ne s'agit pas de la mafia ni de la police, mais de leurs propres compatriotes. 15 ans à peine après son implantation en Amérique, la jeune mafia russe est devenue un réseau criminel sophistiqué, impliqué dans diverses affaires de fraude fiscale, d'extorsion et de meurtre. De son côté, Boris Mayfield s'emploie à mettre son empire sur pied. Il orchestre une vaste opération de contrebande internationale d'héroïne. J'avais des hommes qui allaient à Bangkok pour acheter de la marchandise. Pour brouiller les pistes, la drogue passe d'abord par Singapour. Elle est ensuite dissimulée dans des postes de télévision et envoyée en Pologne par une société d'import-export enregistrée en Belgique. Enfin, les Russes envoient des mules la récupérer en Pologne. J'avais des mules que j'envoyais là-bas et qui rapportaient l'héroïne ici. Les passeurs s'envolent pour New York avec la drogue fixée à la ceinture. Le système fonctionne parce que les autorités américaines ne considèrent pas la Pologne comme une filière d'acheminement. Ça me coûtait 25 000 $ pour la faire venir. À New York, Mayfield écoule l'héroïne pure à 140 000 $ le kilo. Il fait entrer au moins 20 kilos par mois. Pour éviter d'attirer l'attention de la police, il interdit à ses hommes d'en vendre dans la rue. Je l'achetais pure. Et je ne voulais pas qu'on la coupe. Ses chargements mensuels lui rapportent en moyenne 2 millions de $.
Mais dans le syndicat du crime russe, la position la plus élevée est toujours précaire. Un associé jaloux convoite l'empire de Boris Neyfield. De retour à Brighton Beach après 6 ans dans une prison israélienne pour trafic de cocaïne, Monia Elson entend profiter de la fructueuse combine de son ancien partenaire. Monia Elson est une célébrité locale à Brighton Beach, un gangster de la vieille école. Il installe son quartier général au Rasputin, une boîte de nuit populaire sur Coney Island Avenue. Il se constitue une équipe de gros bras, de voleurs et d'escrocs expérimentés pour reprendre en main les différents rackets de Brighton Beach. Janvier 1991. Pendant que Boris Neyfield dîne au restaurant, un tueur à gages fixe un puissant engin explosif sous le pot d'échappement de sa voiture. Mais lorsque le Russe repart au volant de sa voiture, la bombe n'explose pas. Le lendemain, il reçoit un coup de fil. Ma femme m'a appelé et m'a dit « Boris, la police a trouvé une grenade sous ton coffre. » Il découvre avec stupeur que l'auteur de cette tentative d'assassinat n'est autre que Monia Elson. Il y avait ce type qui voulait récupérer mon business. Il a offert à Monia Elson de me tuer. Je pensais qu'on était amis, Monia et moi. Je ne pouvais pas croire qu'il ait accepté de me tuer. Par mesure de représailles, il met la tête de son ancien associé à prix. « 14 mai 1991, 15 h. Au coin de Brighton Beach Avenue et de la 6e rue, tout près du café Arbat, lieu de rendez-vous des mafieux russes, Monia Elson discute avec des amis. Un homme s'approche du groupe et sort une arme. Après avoir tiré à 5 reprises sur Elson, il se fond dans la foule. Le gangster est aussitôt conduit à l'hôpital de Coney Island où les médecins lui retirent un rein et 6 mètres d'intestin. Il survit miraculeusement à ses blessures. À la fin de l'année 1991, à 8000 km de là, le bloc soviétique s'effondre. Dans la transition chaotique à la démocratie, le crime prospère. L'arsenal russe inonde le marché noir. Les missiles antiaériens sont vendus aux plus offrants et les cartels colombiens s'équipent en sous-marins militaires. Les anciens des forces spéciales russes partent offrir leurs services aux États-Unis. C'est à l'un d'eux que s'adresse Boris Neyfield après l'échec de son tueur à gages. Il propose $100 000 à un certain Alexandre Slepinin pour terminer le travail. Mais au lieu d'éliminer Monia Elson, Slepinin décide d'aller le voir. Il a offert à Monia de lui dire par qui il avait été engagé. L'ancien militaire veut davantage d'argent. Il lui a dit « Je vends cette information $50 000 ». Monia a répondu « D'accord, tu auras tes $50 000 ». Qui est derrière tout ça? Slepinin révèle à Elson le nom de son employeur. « 23 juin 1992. Avant d'avoir pu toucher son argent, le tueur à gages est attaqué dans sa voiture, dans une rue résidentielle du quartier de Sunset Park, à Brooklyn. Les 3 hommes criblent la voiture de balles. Slepinin est touché dans le dos et à la tête. Monia l'a tué parce qu'il ne voulait pas le payer. La guerre qui oppose désormais les 2 hommes fait des victimes des 2 côtés. Mais les tentatives répétées de Neyfield pour se débarrasser de son rival ne cessent d'échouer. Il a été attaqué plusieurs fois. D'abord à Los Angeles, ensuite à l'Arbat.
Et je crois qu'il y en a eu une autre pendant l'un de ses voyages en Europe. Franchement, je passais mon temps à essayer de le tuer. Ce type a une chance incroyable. 26 juillet 1993. Elson rentre chez lui après avoir fait des courses avec sa femme et son garde du corps. Ils revenaient de Manhattan. Ils se sont garés devant chez lui, ils sont sortis de la voiture. Des types se sont mis à tirer. Un avec un fusil d'assaut, un autre avec un fusil à pompe et encore un autre avec une arme automatique. Il a été touché à l'estomac. Le Russe est à nouveau conduit aux urgences de Coney Island. L'inspecteur Ralph Cefarello part aussitôt l'interroger. J'ai essayé de savoir qui lui avait tiré dessus. Et il a répondu qu'il n'avait rien vu. Il souffrait et il a demandé à ce qu'on revienne plus tard. Après notre départ, il a sans doute ordonné à sa femme de ne rien nous dire. Bien sûr, il avait des ennemis. C'est le genre d'affaire où il faut avoir des preuves pour arrêter qui que ce soit. Cette réaction n'a rien d'inhabituel. La police se heurte constamment au manque de coopération des victimes et des témoins issus de la communauté russe. À l'époque, les Russes ne faisaient pas confiance à la police. Les gens ne voulaient pas être impliqués ni coopérer avec les autorités. La loi pour eux, c'était le KGB et la corruption. Ils ne nous croyaient pas capables de les protéger. Par conséquent, le NYPD est impuissant à endiguer la vague de violence qui s'abat sur Little Odessa. Entre 1990 et 1994, les enquêteurs attribuent 22 homicides et 12 tentatives d'homicide à des organisations criminelles russes. C'est difficile d'expliquer ce qui se passe ici. En 2 ans, c'est devenu le pire endroit du monde. Ces immigrés russes qui font partie du crime organisé sont prêts à tuer n'importe qui. C'est un groupe, un cercle, un gang. Bientôt, ce sera une armée. Le département de la justice décide alors de faire de la lutte contre le crime organisé russe une priorité. Il est devenu évident qu'il fallait créer une unité spéciale. En mai 1994, le FBI et le NYPD forment un détachement spécial pour combattre la mafia russe. Elson et Mayfield font tous les deux l'objet d'une enquête fédérale. C'est à ce moment-là qu'un homme de Mayfield désobéit aux ordres et coupe l'héroïne pour l'écouler dans la rue. Jouant de malchance, il en vend à un policier en civil. Un type a enfreint la règle et ça a détruit toute l'organisation. Lorsque la brigade des stupéfiants parvient à convaincre l'homme de coopérer, Boris Mayfield part en cavale. Quand tu commences à fuir et que tu te caches, tu dois oublier ta famille. Et ta femme, ton enfant, tes amis. Tu dois faire comme si tu venais de naître. Monia Elson s'enfuit à son tour après avoir été accusée de tentative de meurtre contre Mayfield et de complicité dans le meurtre de Slepinin. Tout porte à croire qu'à Brighton Beach, la guerre est finie. Dans la première moitié des années 1990, l'effondrement de l'Union soviétique pousse plus de 250 000 Russes à partir vivre aux États-Unis. Si la plupart sont honnêtes, certains ont pourtant l'intention de s'enrichir rapidement. Sous le régime communiste, les gens ordinaires ont appris à contourner la loi pour se procurer tout ce qui ne relève pas du strict minimum vital. Ils étaient manifestement très forts pour exploiter la moindre faille dans le système. Fraîchement débarqués en Amérique, des professionnels hautement qualifiés se spécialisent dans les fraudes en tout genre. On a vu apparaître de nouveaux groupes, plus jeunes, qui montaient des boiler rooms et des arnaques financières. En Russie, ces gens-là étaient des médecins et des ingénieurs. Pour autant que je sache, certains d'entre eux avaient peut-être même fabriqué des fusées.
Cette nouvelle génération de gangsters sait que la violence attire l'attention des forces de l'ordre. Attirée par les gros profits et les peines de prison réduites, elle choisit de se spécialiser dans la criminalité en col blanc. On cherchait de nouveaux talents, des gens non violents, capables de monter des arnaques financières et d'escroquer l'assurance maladie. On était les étoiles montantes à l'époque. On valait plus qu'un tueur à gages. Après la chute de l'Union soviétique, le jeune Mani Tchoulpaïev part vivre à New York. Mais le lycée l'ennuie et il tombe rapidement dans la délinquance. On se retrouvait entre copains pour pirater des cartes bancaires, faire des faux chèques, ce genre de choses. Au début, c'était pas grand-chose, 500 $ par-ci, 700 par-là. Mais je gagnais bien ma vie. Je me suis acheté ma première Mercedes-Benz à 16 ans. J'allais au lycée pour frimer, pas pour étudier. Tchoulpaïev n'a pas de diplôme, mais il parle 5 langues et jongle avec les chiffres. Il est rapidement embauché dans une salle de jeu clandestine de la famille Lucchese. J'étais très fort avec les chiffres. C'est moi qui m'occupais des paris sportifs. Un jour, on l'envoie recouvrer une dette de jeu auprès d'un homme qui ne peut pas payer. Plutôt que de recourir à la violence, il cherche un autre moyen de récupérer l'argent de son employeur. Il découvre que la femme du type occupe un poste important au sein de Medicaid, l'organisme fédéral qui gère l'assurance maladie des plus pauvres. J'ai remboursé la dette du gars et je lui ai dit « À partir d'aujourd'hui, tu bosses pour moi ». C'est une occasion en or. Le jeune Russe sait qu'il peut vendre des couvertures santé à ceux qui ne remplissent pas les critères pour en bénéficier. Je lui fournissais toutes les informations sur votre famille, par exemple, et il m'obtenait les droits. Je pouvais offrir à peu près toutes les prestations sociales possibles. Sauf que ça ne me coûtait que 100 $ et que je vous le revendais 1000 $ par tête de pipe. Si vous aviez 5 gamins, plus vous et votre femme, ça faisait 7000 $. 6900 $ de bénéfices pour moi. C'était vraiment parfait, parce que je ne donnais pas de carte ni rien du tout. Tout se passait par email. C'était très lucratif. D'après nos estimations, c'est une entreprise qui lui a rapporté dans les 400 000 $. La combine de Tchoulpaïev est une véritable mine d'or. D'après le FBI, les fraudes à Medicaid coûtent aux contribuables plus de 4 milliards de $ par an. Sa réputation ne tarde pas à grandir et il est rapidement contacté par un groupe criminel fraîchement débarqué de Russie. Viens bosser pour nous. Ces bouffeurs de spaghettis ne te nourriront pas longtemps. Dès que tu les intéresseras plus, ils te boufferont. Mais il faut d'abord racheter le contrat qui lie Tchoulpaïev à son employeur, la famille Lucchese. Les Italiens acceptent de lui rendre sa liberté contre une compensation de 75 000 $. Le jeune homme emmène avec lui son partenaire et meilleur ami, Larry Musso. Les Russes constituent ce qu'ils appellent une brigade. Ils veulent concurrencer la mafia italienne à Brooklyn. Du milieu des années 90 jusqu'au début des années 2000, il y a eu un réel effort pour structurer le crime organisé russe sur le modèle de Cosa Nostra. Si la première génération d'émigrés avait besoin de la mafia italienne pour survivre, ceux-là sont soutenus depuis la Russie par des criminels puissants. La brigade comptait environ 10 membres, des types sans foi ni loi. Le chef est un mafieux russe, Dimitri Gouffild. Dimitri était le boss. Mais personne ne l'appelait jamais boss, parce que ça ne se fait pas chez les Russes. C'était un criminel dans l'âme. Il voulait se faire un nom. Il voulait être le numéro 1 à Brooklyn. Il utilise ses contacts à l'étranger. Il avait un statut officiel. Il marchait avec des gros pontes en Russie. Mais leur protection a un prix. La brigade reverse une partie de ses gains à l'Apchak, un fonds occulte qui finance les entreprises criminelles de la mafia. L'Apchak est une caisse noire. Elle finance la plupart des opérations de la mafia. C'est une banque contrôlée par 6 voleurs très respectés. Elle avance l'argent et vous n'avez plus qu'à collecter les intérêts. Les intérêts générés par ces prêts viennent renflouer la caisse noire qui sert également à venir en aide aux criminels emprisonnés en Russie.
C'est un peu comme une banque pour les criminels. Elle sert à payer les avocats, à faire parvenir aux détenus de la nourriture, des cigarettes, de la drogue et à prendre soin des familles. Grâce à ses connexions internationales, la brigade monte une entreprise lucrative dans une branche peu recommandable, la traite des femmes. Tchoulpaïev va chercher des filles dans les coins les plus reculés de l'ancien bloc soviétique pour les prostituer de force aux États-Unis. Ils avaient un appartement dans lequel ils séquestraient ces femmes après avoir pris leur passeport. Et ils les prostituaient. Pendant 6 mois, les filles bossaient gratuitement et ne gardaient que les pourboires. Elles étaient logées, nourries et blanchies, et elles travaillaient pour nous rembourser ce qu'elles nous avaient coûté. Dimitri Goofield entend bien faire de son gang le plus puissant de Brooklyn. Il commence à extorquer $100 par semaine à plusieurs magasins de meubles. Cette incursion dans le racket et le crime traditionnel attire l'attention du FBI. Ce que les agents fédéraux ne savent pas encore, c'est que l'affaire va déboucher sur un des plus gros procès de toute l'histoire de la mafia russe. Brooklyn dans les années 1990. Les Russes ont pris pied en Amérique. Les gains du trafic de drogue, de la prostitution et d'arnaques financières sophistiquées s'élèvent à des millions de dollars. Mais les autorités fédérales contre-attaquent. Elles entreprennent de démanteler le réseau criminel russe de New York en s'appuyant sur la loi RICO, élaborée pour lutter contre le crime organisé. La loi RICO permet au FBI de cibler une organisation tout entière. Elle a été utilisée avec succès contre Cosa Nostra, le syndicat du crime italien, pendant des années. En janvier 1994, Boris Neffield interrompt sa cavale pour voir sa famille. Il est aussitôt arrêté pour trafic de drogue et tentative de meurtre. J'ai demandé à être libéré sous caution, mais ils ont dit que j'étais trop dangereux. Je suis resté en prison. Face à la perspective d'une longue peine de prison, il décide d'enfreindre la loi du silence et de coopérer avec le FBI. Il plaide coupable pour le trafic d'héroïne et la tentative de meurtre sur Monia Elson. J'ai expliqué comment je faisais entrer l'héroïne dans ce pays. Les fédéraux voulaient que je leur parle de la guerre entre Monia et moi. Je leur ai tout raconté. En échange de sa coopération, il n'écope que de 5 ans de prison. En mars 1995, Monia Elson est arrêtée à son tour à Fano, en Italie. Le dernier représentant de la vieille garde russe est derrière les barreaux. Pendant ce temps, la nouvelle génération s'efforce de se bâtir une réputation. Le boulot arrivait de partout. Les gens nous connaissaient. 6 janvier 1998. Un commerçant offre $50 000 à la brigade pour incendier la boutique d'un concurrent. Armés de pinces coupantes, les gangsters s'introduisent au sous-sol de Farmer's Best Bazaar, une épicerie de Rego Park dans le Queens. On a pris 2 bidons remplis d'essence et on a arrosé tout le sous-sol. La pièce s'embrase en un clin d'œil. On ne s'attendait pas à ça. Les flammes ne tardent pas à gagner les commerces adjacents. En ce moment même, vous pouvez voir derrière moi l'épaisse fumée qui se dégage d'un des magasins. 33 véhicules et 160 pompiers ont été mobilisés contre ce brasier. On ignore encore s'il s'agit d'un acte criminel. L'incendie fait $1,5 million de dégâts et détruit tout un pâté de maisons. On a eu des problèmes au moment de se faire payer le boulot. Le type nous disait « C'est pas ce que j'avais demandé. Jamais j'aurais imaginé. » Il a mis du temps à payer. Entre les braquages, la fraude et la prostitution, les Russes gagnent des centaines de milliers de dollars. Mais ils veulent plus. Dimitri Goofield, le chef de la brigade, se lance dans le racket. Il oblige plusieurs magasins de meubles de Brooklyn à lui verser $100 par semaine, de la menue monnaie par rapport aux revenus réguliers du gang. Il me disait toujours, ce ne sont pas les actes qui comptent, mais l'image. Je me fiche que ça soit pour $5 ou pour $5 000.
Mais l'extorsion de fonds va tout faire basculer. Pour la première fois, la brigade attire sur elle l'attention des forces de l'ordre. Février 1998. Le FBI reçoit une plainte au sujet d'un gang russe qui extorque de l'argent à plusieurs magasins de meubles de Brooklyn. Cette affaire de routine est confiée à une nouvelle recrue, l'agent Greg Sheehy. Les enquêteurs mettent la brigade de Goofield sous surveillance. Sur cette vidéo, tournée par un de ses amis, on voit Mani Tchoulpaïev faire le tour des commerçants de Brooklyn pour ramasser les enveloppes hebdomadaires. Les enquêteurs ont photographié le propriétaire d'un des magasins au moment où il remet l'argent à Tchoulpaïev et Goofield. Mais en découvrant le niveau de vie des Russes, l'agent Sheehy soupçonne des trafics plus lucratifs. Nous savions que leur activité criminelle ne se limitait pas à l'extorsion. 6 magasins de meubles à $100 par semaine, ça ne suffisait pas à financer ce que je voyais. Ils roulaient en Mercedes, ils vivaient bien, ils faisaient la fête. Mon truc, ça a toujours été les voitures, les casinos, les filles, tout ça. Un jour, avec Dimitri, on a perdu $55 000 au jeu en 1h30. Mais on s'en foutait. On savait que dès le lendemain, on trouverait un pigeon à qui reprendre l'argent. En Russie, on dit qu'il n'est un pigeon par minute. C'est vrai. En mars 1998, 6 semaines après le début de l'enquête fédérale, les gangsters font une erreur fatale en kidnappant un homme qui leur doit de l'argent. Ils l'ont enlevé en pleine rue sur Brighton Beach Avenue. Et puis ils l'ont battu et brûlé avec des cigarettes. Ils l'ont torturé. Ce qu'ils ignorent, c'est que leur victime est un informateur du FBI. Le temps nous était compté. Il fallait boucler cette affaire avant que quelqu'un se fasse tuer. 31 mars 1998, la police arrête les membres de la brigade de Brooklyn. Mani Tchoulpaïev était en Californie. Il allait livrer une prostituée qu'il avait vendue à un homme qui voulait s'offrir une esclave sexuelle. Il est arrêté à Los Angeles et rapatrié à New York où le FBI attend pour l'interroger. Lorsqu'il découvre les preuves accablantes accumulées contre lui, il n'hésite pas une seconde. Je voulais m'en sortir. Il a immédiatement commencé à parler des autres activités criminelles de la bande. Tchoulpaïev sait qu'il risque jusqu'à 20 ans de prison et il veut obtenir l'immunité. Il révèle aux enquêteurs du FBI médusés qu'il a en sa possession un carnet avec tous les comptes de la brigade. C'est moi qui faisais les comptes. Et je consignais tout. Les dates, les sommes, tout. Je faisais pas ça pour avoir quelque chose à montrer aux fédéraux. C'est lui qui me le demandait. Je devais répondre du moindre dollar. On s'est mis à faire des bonds quand on a réalisé qu'il avait ce carnet. C'était une véritable mine d'informations. Et on savait que ça nous permettrait d'éclaircir et de confirmer la version de Mani. Le FBI fait pression sur le gangster pour en savoir plus sur son vieil ami Larry Musso, l'associé des Lucchese. Il voulait Larry. Au départ, j'ai rien balancé. Mais bientôt, un autre membre de la brigade se met à table. Et les enquêteurs découvrent que Larry Musso a participé à l'incendie criminel du Rego Park. J'avais menti au sujet de cet incendie parce que Larry était avec moi. Pris en flagrant délit de mensonge, Tchoulpaïev se voit poser un ultimatum. Soit j'écopais de la peine maximum, soit j'allais voir Larry avec un micro. Il accepte de porter un micro et permet ainsi au FBI de retenir 63 chefs d'accusation contre la brigade en vertu de la loi RICO. C'est la première fois qu'un Russe coopère de cette façon. Le bureau du procureur le décrit comme le repenti le plus précieux de toute l'histoire de la mafia russe. Mon témoignage a conduit à d'autres affaires. Ça a déclenché une réaction en chaîne. Entre 1998 et 2002, les arrestations se sont succédées. Aujourd'hui, il ne reste plus un seul des anciens. Dimitri Goofield, le chef du gang, écope d'une peine de 20 ans de prison.
Je ne m'en veux ni pour Dimitri, ni pour aucun autre. C'est juste une bande de crétins. L'associé des Lucchese, Larry Musso, a été condamné à 10 ans de prison pour son rôle dans l'incendie criminel. Je l'aime toujours autant. Si quelqu'un doit me faire la peau un jour pour ce que j'ai fait, s'il faut que ça se termine comme ça, je préférerais que ça soit lui qui s'en charge. Parce que je m'en veux. Grâce à sa coopération, Tchoulpaïev a pu recommencer sa vie sous un nouveau nom, à des milliers de kilomètres de New York. Multipliant les condamnations au titre de la loi RICO, les autorités fédérales sont parvenues à empêcher le crime organisé russe de s'implanter aux États-Unis, comme l'avait fait la mafia italienne. Ils ne sont pas impliqués dans les syndicats et dans certains secteurs de l'industrie comme l'était la mafia italienne. Je pense que tant qu'on sera derrière eux, on restera maître de la situation. Aujourd'hui, beaucoup de petites brigades russes ont fait leur apparition dans différents États américains. Elles ont les moyens de voler des millions de dollars. Mais comme pour la mafia italienne, leur action est entravée par la culture de la trahison. À sa sortie de prison en 1998, Boris Nefil n'a pas réussi à rentrer dans le droit chemin. Il a plaidé coupable de blanchiment d'argent. On ne peut pas échapper au crime. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur Jésus? Au moment de sa mort, qui était avec lui? 2 voleurs.